Bonsoir. Dans l'actualité, cette révélation aux allures de séisme qui secoue l'Assemblée nationale. Une indemnité indue de plus de 100 millions de francs CFA au député Moustapha Cissé Lo et Mbaye Ndiaye, le pavé dans la mare de Maître El Hadji Diouf au cours de l'émission Faram Faché de Papa Ndiaye qui suscite de vives dénonciations. Nous en parlons dans cette édition. Le sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, les questions économiques sont au centre des débats. Le tarif extérieur commun au menu également. Levée de bouclier contre la délocalisation du marché Sandaga en face du palais de justice. Les avocats exigent l'annulation de la décision préfectorale. Oumar Sarr, député à l'Assemblée nationale, cadre de Réumi, et l'invité de l'entretien éclair de cette édition. Il aborde avec nous, entre autres, la crise qui secoue sa formation en politique. Le pavé dans la mare de Maître El Hadji Diouf qui suscite une vive réaction de l'opposition. Le leader du PTP révèle dans l'émission Faram Faché de mercredi dernier que Moustapha Cissé Lo et Mbaye Ndiaye ont bénéficié d'une réparation pécuniaire de leur exclusion de l'ancienne législature. Plus de 100 millions de francs CFA, une largesse de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Et puis en catimini, selon Doudou Wade, qui parle de scandale, l'ancien président du groupe parlementaire libéral exige une jurisprudence en faveur des élus locaux qui ont perdu leur poste lors de l'installation des délégations spéciales. Le cadre du Parti démocratique sénégalais entend engager la bataille pour ce faire. Alioune Diagne, Chérif Dia. L'affaire continue de susciter une vague de réactions depuis qu'elle a été relancée par le député et avocat Maître El Hadji Diouf dans l'émission Faram Faché. Il s'agit des indemnités allouées par l'Assemblée nationale à Mbaye Ndiaye et Moustapha Cissé Lo pour, dit-on, réparer leur exclusion. El Hadj aussi ñun dañ leen di dam. El Hadj xam nga lu ma bëgg a wax foofu man buñ ma fayee war nañ ma fay. buñ ma fayul fay nañ la wala fayuñu la. fay nañ la wala fayuñu la. may déglu moom may ngay damp nañu xaral allez-y L'ancien président du groupe parlementaire libéral de la 11e législature crie au scandale. Je savais qu'on viendrait à ce scandale. Et vous parlez d'indemnisation parce qu'ils l'ont été illégalement. La première question qui se posée, qui est-ce qui a dit que c'est illégal? Qui a jugé que c'est illégitime? Quel tribunal, quelle cour, quelle instance juridictionnelle, quelle instance de décision? Peut-être le bureau de l'Assemblée nationale, peut-être l'Assemblée nationale. En tout cas, l'Assemblée nationale n'a pas été saisie sur cette question. Quand je parle de l'Assemblée nationale, c'est les députés réunis en plénière. À ce que je sache, à cette date, certains membres du bureau de l'Assemblée nationale ne sont pas au courant. Et comme les textes le disent, c'est le président de l'Assemblée nationale qui est l'ordonnateur des dépenses et le questeur et le trésorier chargé des paiements et de la comptabilité. C'est le président de l'Assemblée nationale qui l'a ordonné. C'est lui qui l'a ordonné. Et demandant à ce qu'on paye à ces personnes-là une centaine de millions. Vous vous êtes beaucoup posé la question pourquoi dans ce régime on pleure beaucoup. On pleure parce qu'on pense à l'argent qu'on va ramasser. Ces pleurs encore du président de l'Assemblée nationale le jour de son élection. Donc on dit qu'il a de l'argent. Effectivement, il a eu un parcours politique très intéressant. Il a été dans un gouvernement à tous les postes. Il a cherché un président de la République qu'il n'a pas obtenu. Mais son arrivée à l'Assemblée nationale a été du poker, ça a été du Johnny. Et à regarder maintenant la gestion des milliards entre ses mains, sans contrôle, entre 2 ou 3 personnes, alors il ne pouvait pas s'arrêter. Il était impossible de ne pas pleurer. Cette mesure n'ayant aucun fondement juridique selon Doudou Wade qui compte convoquer cette jurisprudence pour que les élus locaux ayant perdu leur mandat à cause des délégations spéciales installées dans le passé soient aussi indemnisés. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale doit poursuivre les députés qui ont remplacé Mbaye Ndiaye
et Moustapha Cissé pour avoir perçu des sommes indûment. Voilà la conséquence. Et ensuite, nous allons organiser les présidents des conseils ruraux, des collectivités locales qui ont été déchus par délégation spéciale pour leur dire que vous avez été élus pour une durée et sur la conséquence de cette décision, si toutefois la décision venait de la Cour suprême ou de la Cour suprême ou des tribunaux, de dire il y a aujourd'hui une jurisprudence, il faut que vous déposez plainte et vous aurez le bénéfice de la jurisprudence actuelle. Mais ici, ce n'est pas l'Assemblée. Il y a des députés qui n'ont pas compris. Si tous les députés savaient ce qui se fait sur les fonds de l'Assemblée nationale, c'est les députés eux-mêmes qui allaient dissoudre à partir de juillet 2014, demander la dissolution de l'Assemblée ou de faire partir le président de l'Assemblée. L'un des intéressés, Moustapha Cissé Lo, interpellé sur le plateau de TFM, n'avait ni infirmé ni confirmé ces indemnités évaluées à plus de 6 millions de francs CFA. Mais qu'à cela ne tienne, Doudou Wade, lui, promet de révéler d'autres scandales à l'hémicycle. Affaire à suivre, le sommet extraordinaire de la CEDEAO, Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Les questions économiques sont au centre des débats. Le tarif extérieur commun, au menu également la consolidation du partenariat avec l'Union européenne. Notre réunion examinera les recommandations de la session ministérielle extraordinaire tenue le 30 septembre 2013 à Abidjan, relative à la mise en place du tarif extérieur commun de la CEDEAO, TEC-CEDEAO, à la fixation du prélèvement communautaire d'intégration, ainsi qu'aux négociations sur la conclusion d'un accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Comme nous le savons tous, concerne les négociations commerciales avec l'Union européenne, notre partenaire économique le plus proche. Ces discussions sont importantes pour nos deux ensembles. C'est pourquoi j'appelle notre organisation à s'approprier les termes de ces négociations afin de conclure un accord de partenariat économique équilibré et profitable à nos populations. Toutes ces questions économiques étant intimement liées, les orientations qu'il nous faudra prendre à partir de l'harmonisation de nos positions devront nous permettre de conduire efficacement notre marche vers la consolidation du marché communautaire et la concrétisation d'une union monétaire, plus que jamais indispensable à l'affirmation de notre identité communautaire. Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux qui demande au chef d'État de la CEDEAO de protéger davantage le marché régional, une des pistes suggérées est la mise en place de taxes qui casseraient la dynamique de l'importation. Les priorités pour nous, c'est d'abord le marché régional protégé, avec la préférence communautaire. Alors, donc pour faire cela, tu ne peux pas ne pas utiliser ton instrument de tarif extérieur commun pour protéger, pour faire des taxes qui découragent l'importation, alors que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Même si nous pouvons comprendre que les États se trouvent aussi dans un dilemme, parce qu'il faut que les populations des bidonvilles, les populations des petites villes qui sont aujourd'hui tributaires des marchés d'importation puissent continuer de manger. Mais en le faisant, on doit avoir des programmes de volonté politique pour dire d'ici 5 ans, il y aura assez de production de riz pour que au moins les paysans puissent produire et se nourrir avec le riz, qu'on puisse développer le lait, qu'on puisse développer la canne à sucre ou d'autres produits qui peuvent donner le sucre, les produits essentiels. Et cela, nous ne le voyons pas, nous ne le sentons pas. La Banque ouest-africaine de développement qui ouvre une ligne de crédit de plusieurs milliards de francs CFA, ce pour appuyer le Fonds 6 sur sa route, le Fonds souverain d'investissement stratégique qui pourra ainsi donc accompagner les PME, mais également mieux dérouler sa politique. Très heureux de pouvoir signer cette convention, ce protocole d'accord avec la BOAD, donc qui va nous accompagner à en fait créer un sous-fonds qui est dédié aux PME sénégalaises qui vont créer beaucoup d'emplois dans ce pays.
mais également une ligne de crédit pour le fonds 6, en fait, pour que le fonds 6 puisse tirer sur cette ligne de crédit et investir en fonds propres dans des projets, dans des PME, mais surtout aussi dans des projets structurants, créateurs d'emplois et de richesses pour le Sénégal. Et le troisième volet de l'accord, c'est en fait un partenariat dans le cadre du financement des études de faisabilité des projets du fonds 6, de nouveaux projets du fonds 6 par exemple. Pas de détails sur le montant de cette ligne de crédit. Le palais de justice n'entend pas cohabiter avec le marché Sandaga. Des avocats estiment que la délocalisation des commerçants en face de l'institution est un manque de respect à celle-ci, d'où leur demande d'annulation de cette décision préfectorale. Le transfert du marché de Sandaga devant le palais de justice provoque la colère de certains avocats. Ces derniers s'offusquent de cette décision du préfet de Dakar. En toute franchise, ce n'est pas du tout de gaieté de cœur de voir une juridiction de cette beauté-là, de cette trempe, un joyau que nous avons récemment cohabité, d'abord avec des cas rapides, où il y a en permanence du bruit et qui empêche les magistrats, les greffiers, en tout cas les auxiliaires de la justice, de travailler en toute quiétude. Pour moi, ce n'est pas une nouvelle parce qu'on ne va pas l'accepter. Ils vont enlever ces cantines-là. Ça, personne ne va l'accepter. C'est un palais, comme le palais de la République, comme l'Assemblée nationale. Ça, c'est un palais. Un palais, on ne vient pas installer un marché devant un palais. Ça, c'est ni en France, ni en Belgique, mais ni au Rwanda. Ils estiment qu'une telle décision compromet la sécurité et la stabilité de la justice. Ces avocats exigent son annulation immédiate. Un palais, il exige le calme, il exige la sérénité, il exige le respect. Bon, j'aime bien les commerçants, mais il faudrait qu'on retrouve un endroit idéal. Mais un palais ne peut pas coexister avec un marché. Je demande au président Macky Sall de prendre immédiatement ses responsabilités. C'est lui le gardien de la Constitution. C'est lui le premier magistrat du pays. Et quand la magistrature, quand le barreau, quand toute la justice proteste, le président doit réfléchir et arrêter ces gens-là avant que l'irréparable ne se produise. Une conférence de presse est d'ailleurs prévue dans les jours à venir, une façon de dénoncer ce qu'ils appellent un non-respect d'une institution comme le palais de justice. Les premières factures d'eau, les toutes premières après cette longue pénurie qu'a connue la capitale sénégalaise, les foyers ne comprennent pas du tout que les montants soient si élevés. Pour certains, le règlement ne s'effectuera pas sans réclamation au préalable. Jafaraba et Memouna Ndiaye. Les factures d'eau commencent à faire grincer des dents à Dakar. La cause, les populations accusent la SDE de spéculation. J'ai reçu ma facture d'eau. Il est écrit sur la facture que c'est la facture du 21 septembre 2013. C'est une facture qui couvre la période du 9 juillet au 10 septembre. Donc ne couvre pas la période concernée par les coupures. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que la somme a doublé. Parce que je n'avais pas l'habitude de payer plus de 15 000 francs. Là, je suis à 25 000 francs. À l'image de cette dame, nombreux sont les Sénégalais qui ont vu leur facture presque passer au double. Une situation difficile à comprendre pour certains. Moi, je n'ai pas consommé plus que d'habitude. Je n'ai pas consommé plus que d'habitude. Ouais. Je vais voir si je dois faire des réclamations. Mais pour cette période-là, je ne crois pas avoir consommé plus que d'habitude. Si d'aucuns commencent à s'insurger contre les factures qu'ils jugent exorbitantes, d'autres n'ont toujours pas reçu les leurs. Non, nous n'allons pas payer l'eau parce que on avait entendu le président de la République lui-même dire que ce mois-ci on ne va pas payer l'eau parce que c'est l'État qui va en payer. Parce que si ceux qui donnent les factures viennent chez nous, on ne va pas l'accepter. Un bras de fer semble se profiler à l'horizon entre clients et la Sénégalaise des eaux. Certains entendent ne pas payer sous prétexte que c'est le chef de l'État qui a pris la décision d'exonérer les Sénégalais des factures suite à la pénurie d'eau notée ces derniers temps. Toutefois, les factures indexées ne concernent pas la période du manque d'eau à Dakar.
Le Magal de Touba, des décrets consacrent la journée chômée et payée depuis maintenant quelques années. Le comité d'organisation de l'événement souhaite une mesure définitive, autrement dit une loi en lieu et place de ces décrets annuels. Tal Samb, Mohamed Diop. Pour une réunion préparatoire au Magal de Touba, tout le gratin de l'administration, les services techniques et le comité d'organisation du Magal avaient pris rendez-vous dans la gouvernance de Diourbel. Le président du comité d'organisation du Magal de Touba est revenu à la charge concernant la demande formulée l'année dernière. Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr veut une loi en lieu et place des décrets annuels instituant le Magal jour chômé et payé. Le Magal de Touba, c'est un événement très important pour toute la communauté musulmane du Sénégal, mais également c'est un événement économiquement viable. Il y a des gens qui s'activent pour que les lendemains de Korité et de Tabaski soient déclarés chômés et payés. Je pense qu'au préalable, il faut d'abord voter cette loi à l'Assemblée qui fera du Magal un jour chômé et payé. Durant plusieurs tours d'horloge, les autorités ont fait le tour des questions liées au Magal. Des engagements aussi ont été pris à l'occasion des débats. L'État est prêt, l'État est engagé à tout faire pour la réussite du Magal. Alors qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport au service de l'État ou d'attentes par rapport au service public. Nous ferons notre maximum pour que cela soit une réussite, ce Magal soit une réussite. Alors que c'est le président de la République l'année dernière l'a évoqué en Conseil des ministres. Mais avant même ce Conseil des ministres-là, il en avait parlé bien avant, pour qu'on prête attention à tous les événements religieux. Donc, à plus forte raison au Magal de Touba. Nous allons donc redoubler d'efforts dans la coordination et dans le suivi pour que l'ensemble des engagements pris soient respectés. Et je demanderai également aux chefs de service de mettre le maximum pour qu'on puisse avoir une bonne mise en œuvre des décisions qui ont été appliquées. Après le comité départemental de développement et le comité local de développement quelques semaines plus tôt, le comité régional de développement constitue la dernière ligne droite dans la préparation du Magal de Touba. À noter que 2 autres réunions de suivi des engagements pris seront tenues avant le Magal, prévu en décembre. Les journées nationales de lutte contre la poliomyélite, Louga a lancé la deuxième phase de cette campagne. 180 000 enfants sont ciblés dans toute la région. Le médecin-chef compte bien entendu sur le soutien des populations. Écoutez-le. Nous sommes venus dans les maisons, porte à porte, pour faire le lancement, pour montrer à la population que c'est ça qu'il faut faire. Et donc pour montrer aussi aux gens que d'accueillir les équipes de volontaires qui vont venir dans les familles, qui vont leur parler de la polio, qui vont vacciner les enfants. Donc nous demandons à la population vraiment d'ouvrir les portes, de les accueillir et de les laisser travailler, de leur montrer les enfants de 0 à 59 mois et de les laisser vacciner. Nous avons à peu près 180 000 enfants ciblés dans la région et qui sont répartis dans les 8 districts sanitaires de la région. Et toutes les équipes de vaccination sont à pied d'œuvre. Un peu plus haut, à Matam, les acteurs de l'éducation se penchent sur le système à l'échelle régionale. Cette rentrée coïncide en effet avec le départ de plusieurs enseignants, situation qui inquiète parents et autorités académiques. Ali Bandel Niang. Les acteurs et partenaires de l'école autour de la table, c'est la rencontre consacrée aux assises de l'éducation. Dans la région de Matam, la rentrée scolaire est marquée cette année par de nombreux départs des enseignants. Un sous-effectif qui préoccupe en ce moment les autorités académiques et administratives de la région. Pour apporter des solutions à ces différents problèmes qui vraiment bloquent la rentrée scolaire.
effectivement, nous avons un problème au niveau du personnel enseignant, aussi bien au niveau de l'élémentaire qu'au niveau du moyen secondaire. Nous sommes en train de réfléchir par notre réseau, de voir effectivement au niveau interne comment peut-être redéployer certains professeurs, mais nous attendons en grande partie la mise à disposition du personnel qui doit nous venir du niveau central, notamment le ministère de l'Éducation. Dans la capitale régionale, les parents d'élèves sont aujourd'hui aussi très inquiets sur le sort des enfants. De nous envoyer des professeurs parce qu'à chaque fois il y a eu beaucoup de départs et nous déplorons ce départ-là. Si à chaque fois que ces professeurs ils demandent à repartir et laisser Matam à zéro, donc nous recommençons à zéro. Et on demande à l'autorité quand même de nous aider, de laisser ces professeurs ici à Matam parce qu'il nous manque beaucoup de professeurs de maths et même de philosophie. Donc nous demandons à l'autorité de nous aider, de nous envoyer des professeurs pour que nos enfants puissent étudier. Tous les acteurs sont là, l'administration, les partenaires sociaux, les enseignants. Nous sommes en train donc de réfléchir, de faire un diagnostic de l'éducation au niveau de la région, identifier tous les problèmes afin de proposer des solutions. Et parmi ces propositions, il y a sûrement la stabilité de l'école. Sur les nombreuses grèves des enseignants, particulièrement ceux des corps émergents pendant l'année dernière, les autorités de Matam se réjouissent des dispositions prises par les responsables des services. Globalement, depuis l'année dernière, les salaires sont payés à date échue. Et je pense bien que les autorités financières sont suffisamment sensibilisées, les autorités administratives également. Et je pense bien qu'on va, cette année, vraiment faire tout pour que les salaires puissent être payés à temps. La tenue de ces assises de l'éducation à Matam a été un grand moment d'échange et de partage. À l'issue de celle-ci, le démarrage effectif des cours devrait être généralisé dans tous les établissements scolaires de la région. Chéridiane Diao, bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. La page des sports. Voilà, donc que nous démarrons avec le comité directeur de la Jeanne d'Arc, sommet de se démettre par les anciens, donc une exigence des anciens de la Jeanne d'Arc de Dakar avant l'assemblée générale du club, donc prévue ce dimanche. Il faisait face à la presse, compte rendu signé Chersali Boudjara, Chertidiane Dion. Des remous en perspective à la Jeanne de Dakar, la prochaine assemblée générale s'annonce houleuse. La section de football en collaboration avec celle du basket et de l'athlétisme veut marquer sa présence au prochain comité directeur au détriment de l'actuelle équipe dirigeante. Le comité directeur actuel, il y a des gens qui ne doivent pas figurer. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est eux qui étaient là. Et c'est eux qui ont amené la Jeanne d'Arc en national. N'est-ce pas? Donc quand on amène un club en national, si on veut refaire, il faudrait qu'on enlève tout le monde. Et si vous voulez renouveler une équipe qui ne marche pas, qu'est-ce que vous faites? Vous changez les joueurs. Pourquoi un Momar Ndiaye ou bien pourquoi Joseph Ndong pourrait être dans le comité directeur alors que Lamine Boub ou un Moussa Ndong ou un Joseph Koto ou un Babo Touré ou un Tony ne peuvent pas être dans ce comité? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Cette liste, s'ils maintiennent cette liste, on est prêt, comme je l'ai dit tout à l'heure, tantôt, on est prêt à prendre à bras le corps, à les attendre à l'Assemblée générale. Ces fils de la vieille dame se disent prêts à tout pour ne pas laisser passer cette forfaiture lors de l'Assemblée générale. Ils dénoncent aussi la vente des cartes de membres. La vente des cartes ne s'est pas très bien passée, hein? Parce que moi j'avais dit au président, il y a deux trésoriers, un trésorier général et un trésorier adjoint. On n'a qu'à confier la vente des cartes à ces deux personnes-là, qui sont très habilitées à le faire. Ils ont refusé. Pour avoir confié la vente des cartes à un proche de Momar Ndiaye, qui peut l'appeler à 24 h, à 3 h du matin, pour faire acheter des cartes. Il nous avait déclaré pour 200 cartes perdues. Ces 200 cartes maintenant sont dans le circuit. Ils en ont vendu 170. Outre cette détermination à récupérer le club de cœur, la Jeanne d'Arc, une pétition est lancée pour faire la lumière sur la vente du terrain du club. Une action en justice n'est pas exclue. Maintenant, ceux qui sont pour qu'on aille vers une procédure judiciaire, mais ceux qui veulent la réconciliation et tout. Et en tout cas, on a fait la pétition pour avoir l'avis des gens par rapport à une situation.
Moi, je crois que c'est ça, hein, c'est la forme qu'il faut donner à cette pétition. Maintenant, pour ce qui va se passer après, ça, on le saura après. Avant que l'irréparable de la Jeanne d'Arc est prévu le dimanche 27 octobre prochain au centre Daniel Brottier. D'ici là, espérons que les autorités administratives et footballistiques vont trouver des issues avant que l'irréparable se produise. Vous l'avez dit, cher Tidiane Dione, donc l'Assemblée Générale de l'AG a prévu ce dimanche à Daniel Brottier. Direction l'Europe avec tous les regards rivés sur le Camp Nou. Avec le choc Barça-Real Madrid, donc à 16h, match comptant pour la 10e journée de la Liga. Un match dans le match entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, mais aussi Gareth Bale et Neymar. Nous restons toujours en Europe avec la 11e journée de la Ligue 1 française avec Lille qui, dans les dernières secondes, donc menait 1-0 face au FC Nantes. Donc Pape Diaye Souaré et Gana Gueye en train de l'emporter sur Papi Djilabodji et Pape Souaré. Djilabodji d'ailleurs qui a été expulsé à 10 minutes du terme de la rencontre. Le Sénégal, nous parlons de volleyball à présent, qui abrite en ce moment un stage international pour les arbitres de volley. L'objectif de ce stage donc, est de permettre aux 17 candidats en liste de bénéficier au terme de l'examen d'un statut d'arbitre international. Plus de détails avec Abdoulaziz Khan. Le Sénégal, terre d'accueil des arbitres de volleyball, à la recherche de statut international. Notre pays abrite le stage international des arbitres de volleyball du 20 au 31 octobre. Un stage à l'issue duquel les candidats qui auront réussi l'examen bénéficieront du grade d'arbitre international. This course is a very important aim because l'objectif de ce stage est de former des arbitres internationaux. C'est aussi d'offrir la chance aux arbitres africains de bénéficier du statut d'arbitre international. J'ai vu que le niveau des arbitres sénégalais était assez moyen, mais s'ils réussissent à passer le stage, ils auront la chance de se parfaire en arbitrant des compétitions internationales. And also to participate in confederation matches, African confederation matches. 17 candidats de 11 nationalités différentes, dont 4 Sénégalais, participent à ce stage. Le Sénégal compte déjà à son actif 3 arbitres internationaux, un chiffre qui pourrait passer à 7 si nos 4 compatriotes passent l'examen avec succès. Ça se passe très bien. Okay? Pour l'instant, on a commencé le stage depuis le 20 et pour l'instant tout se passe bien. Comme son nom l'indique, ça c'est un stage de candidat arbitre international. Okay? Les gens qui ont la chance de passer ce stage-là, ils vont avoir un certain nombre de critères à faire. Il faut arbitrer obligatoirement 2 matchs internationaux. Okay? C'est à l'issue de ces 2 ou 3 matchs internationaux-là que la FIVB va certifier notre titre d'arbitre international. Il y a un examen oral. Il y a un examen pratique, il y a un examen écrit, il y a 3 examens à faire. Il y a un examen pratique, aujourd'hui au stade Marius Ndiaye, il y aura un stage qui sera organisé. Okay? Le problème c'est qu'on va arbitrer, on sera des juges de ligne et les experts qui sont venus pour l'occasion vont donner des notes en fonction de ce qu'on va faire par rapport au match. De l'aveu du directeur du centre de développement, c'est la première fois qu'un stage d'un tel niveau se déroule au Sénégal, avec l'espoir de relever le niveau de l'arbitrage en volleyball. C'est un stage qui a une importance capitale parce que pour la première fois en Afrique, un stage s'organise avec 11 nationalités. Et je vous l'ai dit, il y a 4 continents qui sont représentés. Il y a le continent africain qui est représenté, le continent de l'Amérique, il y a une américaine du Sud, une brésilienne, il y a le continent asiatique qui est représenté et il y a le continent européen qui est représenté. 4 continents. Voilà, Baydem, donc le directeur technique national de volleyball, a noté ce samedi la finale de volley en Coupe du Sénégal. Donc chez les messieurs, donc cette finale va opposer El Hadjia à l'US Gorée, puis chez les dames, Saltigué face à la Renaissance de Tivaouane. Khalifa Diakhaté. Serigne Diao, merci et bon week-end. Dans quelques instants, Omar Sarr, député membre du parti Réobi, sera avec nous sur ce plateau pour parler essentiellement de la crise qui secoue à l'heure actuelle la formation dirigée par l'ancien Premier ministre Idrissa Seck. Mais bien avant, voici un mot sur la présidentielle malgache, un scrutin de ce vendredi qui est un espoir également de sortie de crise. En effet, le pays est quelque peu instable depuis le renversement de Ravalomanane en 2000.
2009. L'ancien recteur de l'université d'Antananarive est, lui, optimiste, même s'il regrette la non-participation du président de transition, entre autres, le professeur Raymond avec Chérif Dia. La situation politique a été chaotique à Madagascar. Le problème est de savoir si les élections forceps, car c'est bien le cas de le dire, les élections forceps sont de nature à apporter l'apaisement et une reprise du phénomène de démocratisation de la vie politique. Car le phénomène de démocratisation n'est pas un phénomène nouveau, inédit à Madagascar. Nous avons connu des crises politiques et dans les différentes crises politiques, je crois que le peuple malgache a trouvé des solutions pour y faire face. Pas moi. Moi, je pense que vous ne pouvez pas résoudre une crise politique par procuration. Ça veut dire que moi, j'ai toujours soutenu que les deux devaient se présenter. Marc Ravalman et André Radzuel, qui étaient les deux protagonistes, devaient participer aux élections, car la maturité politique du peuple malgache leur permet de supporter le coup d'un échec électoral ou d'un jugement définitif par voie du scrutin au suffrage universel. Le professeur Raymond Rajeva, qui est ancien vice-président également de la Cour internationale de justice. Il est successeur de Feu Kebambaye à ce poste. Il est à Dakar pour les besoins de la deuxième conférence annuelle de la Société africaine pour le droit international. Un hommage également à notre compatriote Feu Kebambaye. Je vous le disais il y a quelques instants, il est avec moi sur ce plateau. Omar Sarr, bonsoir. Bonsoir. Député à l'Assemblée nationale, également cadre au sein de Rewmi Idrissa Seck. Ce soir, nous allons parler essentiellement de cette série de départs. Comment est-ce que vous l'expliquez aux téléspectateurs et à vos militants, bien entendu? Il serait dommage qu'on ne puisse parler que de cela, parce que, vous savez, dans un parti politique, c'est des phénomènes qui arrivent. Oui. Et je vous dis tout de suite que le contraire aussi est aussi valable. Il y en a qui sortent, mais il y en a qui librement ont décidé aussi d'entrer. Et nous leur souhaitons la bienvenue tous les jours. Et laissons la liberté à ceux qui désirent ne plus être en notre compagnie, d'aller chercher ailleurs. On ne s'en offusque pas. Donc c'est comme ça la vie. À chaque gare, il y a des voyageurs qui descendent. Par contre, d'autres aussi montent. Encore une fois, l'essentiel, c'est ce que les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, penseront le jour où Idrissa Seck demandera les suffrages de ces Sénégalais-là. Je crois que c'est ça le plus important. Seulement, un départ n'est pas un départ. Un départ n'est pas un départ. Un départ n'en est pas un autre, comme celui de Youssou Diagne, qui est un gros calibre de ce parti. Vous savez, chaque fois, même si ce n'est pas Youssou Diagne, quelle que soit la personne, il est toujours douloureux de se séparer d'un frère ou d'une sœur du même parti. Mais, vous savez, je l'ai dit au début donc, de mon propos, les gens sont libres de faire des choix. Alors, il ne sert à rien de s'éterniser, à épiloguer sur les raisons des uns et des autres. Nous, on tourne la page dès que quelqu'un nous dit « je vous quitte ». Et on cherche à accueillir d'autres. Et Dieu sait que tous les matins, tous les soirs, des gens nous appellent pour dire que je veux adhérer au parti Rewmi. Donc c'est ceux-là qui vont plus attirer notre attention que ceux qui ont décidé de partir. Alors cette motivation, ou plutôt cette raison qui revient toujours, le manque de considération que l'on prête à votre leader? Ce n'est pas mon avis. Si c'était mon avis, peut-être que j'aurais fait la même chose ou demander à ce que l'on chasse Idrissa Seck du parti. Mais jusqu'au moment où je vous parle, il a ma totale confiance. Je sais qu'il peut présider aux destinées du Sénégal. C'est un homme d'État, c'est un leader de parti. Et cette confiance, je souhaite qu'elle s'élargisse dans le cœur des Sénégalais. C'est ça, à mon niveau, en tout cas personnel, ce que je pense de Idrissa Seck, que je connais depuis très longtemps. Et je me suis toujours accommodé de son caractère. Il en est de même de son côté. Donc ce n'est pas aujourd'hui que je vais sortir des défauts de Idrissa Seck pour justifier de rester ou de partir. J'ai décidé
d'être en compagnie d'Idriss Seck jusqu'à la victoire. Et c'est ça l'essentiel. Alors, je vous pose la question puisque cela revient toujours. Et comme vous le côtoyez, vous le connaissez bien, alors qu'est-ce qui peut faire penser justement dans son fonctionnement au quotidien avec ses cadres et ses militants en manque de considération? Qu'est-ce qui peut faire penser à cela par rapport à son caractère? Je ne le sais pas. Vous savez, parfois, les gens... C'est comme une chanson. Quelqu'un chante, les gens répètent sans même se demander est-ce que ce qu'on chante est faux ou vrai. Ça peut être ça, peut-être un problème de communication. Mais je ne lui connais pas les défauts qu'on lui prête. Et ça, je le dis, et c'est très sincère en moi. Encore une fois, nous sommes dans un parti politique. Nous avons un leader qui s'appelle Idriss Seck. Ce que nous voulons, la question à laquelle nous devons trouver une réponse, est-ce que Idriss Seck est en mesure d'être à la tête de Rewmi et du Sénégal? C'est la seule question qui intéresse les Sénégalais. Tout le reste, c'est des appréciations individuelles ou personnelles. Alors, le président Youssouf Diagne est parti pour manque de considération. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui a pu le frustrer? Il n'a pas été suffisamment impliqué? Non, je ne peux pas le dire. Je crois qu'il faudrait lui poser la question. Moi, en ce qui me concerne, je vous dis que je ne suis pas de son avis. Alors, cette dernière qui s'ajoute à la dénonciation d'une opacité au niveau de la gestion de fonds à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, ce que cela m'inspire est que je donne raison à mon frère Doudou Wade. D'ailleurs, juste avant de venir ici, mon collègue Thierno Bokoum a pris une initiative dans ce sens. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a rédigé une lettre adressée à la présidente de la commission comptabilité et contrôle de l'Assemblée nationale pour lui poser un certain nombre de questions, parmi lesquelles je peux citer: est-ce que Mbaye Ndiaye et Moustapha Cissé Lo ont bénéficié d'une indemnisation? Si oui, quel est le montant et quelles sont les bases légales d'une telle décision? Quels sont les cours de tribunaux qui en ont ainsi décidé? Et nous attendrons la réponse. Alors, Thierno Bokoum, qui est d'ailleurs l'auteur de la première dénonciation, vous en tant que député à l'Assemblée nationale, comment est-ce que vous jugez justement la gestion des fonds à ce niveau-là? Mais ce que j'en pense, c'est ce que Thierno Bokoum en pense. Nous sommes dans la même institution, nous vivons les mêmes réalités, il n'y a pas eu de contrôle. Du début de la législature jusqu'à présent, aucun député ne peut dire comment on utilise les fonds de l'Assemblée. Ça, c'est la vérité. D'ailleurs, même au sein du groupe Benno Bokk Yakaar, les gens conviennent qu'il y a une opacité totale dans l'utilisation. Parce que pour qu'il n'y ait pas opacité ou accusation d'opacité, il faudrait que la commission fasse son travail. Ça n'a jamais été le cas. Jusqu'au moment où nous parlons, le caisseur qui a le devoir de donner les états de dépenses et de recettes à la commission ne l'a pas fait. Espérons que les mois à venir, ils auront le courage de le faire. Alors, Doudou Wade qui a réagi va même jusqu'à parler de jurisprudence pour notamment ou en faveur des élus locaux qui ont perdu leur poste à l'issue de l'installation des délégations spéciales. Qu'en pensez-vous? J'étais président de région. Un beau jour, je me suis levé, on a dit, on dissout le conseil régional de Diourbel. Était-ce une mesure arbitraire? Était-ce une mesure légale? Voilà une brèche que cette décision, si elle était avérée, ouvre pour que justice soit faite. Vous demandez aussi une réparation? Non, moi je ne demande rien. D'ailleurs, je n'ai même pas porté plainte. Peut-être qu'ils l'ont fait. Oui. C'est une question qui est derrière moi. Mais j'ai entendu tout à l'heure, encore une fois, Doudou Wade dire qu'ils vont essayer d'organiser tous les présidents de régions, de communautés rurales et de communes qui ont été déchus de leur mandat, qu'ils s'organisent. Vous répondez à l'appel? Mais bien sûr. Très bien. Alors, je pourrais même diriger cela parce que j'ai été le premier. Nous sommes rattrapés par le temps, mais toute dernière question en 30 secondes. Le décalage des lois décidées par le chef de l'État pour les besoins de la mise en œuvre justement de la décentralisation de l'acte 3. Vous savez, il y a un principe sacré, c'est le respect du calendrier républicain. Et moi, en tant que républicain, je ne conçois pas, quelles que soient les raisons qu'on peut évoquer, qu'on déplace des élections. Nous avions parlé de rupture. Macky Sall a parlé de rupture. Je pense que être en conformité avec cette promesse et ses engagements, c'est de respecter d'abord le calendrier républicain et peut-être de décaler la réforme jusqu'après les élections locales. Parce que de toute façon, il ne sert à rien de dire
une communauté rurale devient commune pour qu'elle soit développée. Le changement de nom, que cela s'appelle Samba ou Bac, c'est pas l'essentiel. Que Samba ait le ventre plein, qu'il ait la bonne santé, que ses enfants puissent aller à l'école, etc. C'est ça qui est le plus important. Est-ce que l'État a pris les mesures idoines pour qu'il en soit ainsi? J'en doute pour le moment. Omar Sarr, merci. Nous restons sur notre fin. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. D'autres occasions nous seront offertes pour justement entrer dans les détails au niveau de ces sujets. Excellente soirée, bon week-end et surtout, n'oubliez pas Mbour qui est demain aux couleurs de GFM à l'occasion de l'ouverture de la station RFM Mbour 95.8. C'est dans le cadre de la politique d'extension de la radio RFM, première dans la capitale sénégalaise. Au revoir.